Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pierre Matt. Pierre Matt qui a écrit un livre exceptionnel que j'ai pris le temps de parcourir qui s'appelle Agenda 2030, leur plan pour nous liquider aux éditions de Chiré et préfacé bien entendu par mon ami Bernard Gantois. Bonjour Pierre Matt. Bonjour Monsieur Malo. Bonjour. Alors, c'est un plaisir de vous avoir en interview. Je sais que votre livre est sorti il y a déjà quelques mois. Je m'étais penché dessus et j'ai passé plus de temps à regarder cet ouvrage que je considère personnellement un des meilleurs ouvrages qui existent sur l'agenda qui est en train de se dérouler devant nous. Donc, un ouvrage qui fait quasiment plus de 400 pages, en fait, et très exhaustif. Donc, Pierre Matt, est-ce que vous pourriez déjà vous présenter en quelques mots? Je sais que vous êtes breton, donc entre bretons, on a aussi une affinité parce que je suis moi-même à moitié breton. Donc, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots et juste expliquer à nos téléspectateurs pourquoi vous avez écrit ce livre? Bien sûr. Donc oui, comme vous l'avez dit, je suis breton, j'ai actuellement 29 ans. Et, euh, et mon parcours, en fait, je viens du soin. J'ai travaillé dans la santé voilà, quelques années en tant qu'infirmier. Par la suite, j'ai pris plus un versant dans le côté social. Voilà, je travaille vraiment auprès de l'humain. Et, euh, et en fait, pourquoi j'ai écrit ce livre? Eh bien, parce que il y a quelques années, je me suis pris ou repris de passion pour la littérature. En fait, l'école m'avait complètement dégoûté, on peut le dire, de la lecture. Et en fait, petit à petit, passé la vingtaine, j'ai commencé à me réintéresser à la lecture, à lire les grands classiques. J'ai redécouvert les Jack London, les Dostoïevski, les Louis-Ferdinand Céline, les Balzac, etc. Et petit à petit, un livre en appelant un autre, eh bien, j'ai pris un versant après plus philosophique, des essais aussi également. Et donc petit à petit, ça a forgé aussi mes opinions politiques. Et voilà, je me suis fait enfin mes propres avis. Je me suis rééduqué aussi, c'est important, suite à tout le formatage qu'on peut avoir lors de notre cursus scolaire. J'ai désappris ce qu'on m'avait appris et j'ai tout réappris par moi-même grâce voilà, à mon bon sens en fait. Et j'ai personne, absolument personne dans ma famille euh, qui a les opinions que j'ai en fait. Voilà, je me suis vraiment forgé tout seul. Donc c'est une petite fierté aussi et voilà, en tous les cas, la lecture change voilà, la vie d'une personne. Voilà, c'est vraiment la lecture pour ma part qui m'a euh, incité en fait à découvrir tous ces questionnements, tous ces questions politiques, et par la suite j'ai voulu transmettre à mon tour grâce à cet ouvrage. Alors, Pierre, vous expliquez dans votre ouvrage grossièrement que, enfin, du moins, votre éditeur précise que vous êtes issu d'une famille catholique, vous êtes plutôt, vous avez été élevé dans un environnement assez conservateur, avec des valeurs, et finalement, vous êtes en train de dire que vous êtes un petit peu le seul dans la famille à avoir un petit peu fait ce travail d'investigation et du coup, est-ce que ça vous a isolé ou est-ce que ça vous a permis au contraire de prendre votre distance et justement faire ce travail d'introspection? Je suis une personne assez introvertie de nature, donc voilà, j'ai passé beaucoup de temps dans les livres à fouiner. Euh, j'ai toujours réussi à penser par moi-même aussi, ce qui est important. Et effectivement, mes parents, étant donné qu'ils travaillaient beaucoup, ils ont toujours, ce sont de très grands travailleurs qui m'ont
inculqué voilà, de très bonnes valeurs. Et en fait, ils n'ont jamais eu réellement le temps de se pencher sur ces questionnements. Et, et voilà, malgré le fait que ce soit des gens pleins de bon sens, effectivement, j'ai été élevé dans un milieu où finalement, il y avait des opinions relativement basiques sur la politique, mais sans recherche particulière. Et moi, j'ai vraiment voulu personnellement pousser la chose un peu plus loin, plus profondément. Et, et voilà, c'est ce qui, encore une fois, fait que j'ai souhaité aussi partager mon expérience, ma vision des choses sur les événements actuels. Alors, vous parlez justement de dégoût des institutions. Vous avez Mm. travaillé en EHPAD, en psychiatrie. Qu'est-ce que vous avez découvert? J'ai découvert en fait finalement que le côté être humain est beaucoup mis en avant, hein. On est tous égaux, on est tous êtres humains. Mais finalement, l'individualité et la différence profonde entre chaque personne est complètement oubliée. Et moi, j'ai envie de remettre l'individualité au goût du jour, parce qu'on est tous différents. Et aujourd'hui, l'égalité, les belles paroles de principes, tous les principes universels, etc., sont mis en avant. Et ouais, comme je l'ai dit, l'individualité est totalement oubliée. Et les institutions renforcent ça. Et voilà, j'ai envie de remettre ça en fait en avant et dire qu'en fait nous sommes tous différents, nous avons tous des besoins différents. Euh, Nous avons tous une vision qui peut être différente également. Et il faut prendre en compte ça, et les institutions aujourd'hui ne nous permettent pas d'exprimer totalement qui nous sommes. Et je pense qu'il y a un mal-être aussi qui se ressent dans la société. Les travailleurs, de façon générale, ne trouvent plus leur place. Aujourd'hui, ne trouvent plus un épanouissement conséquent et nécessaire pour son propre bien-être. Et qui dit propre bien-être dit aussi bien-être de la nation, du pays. Alors, Pierre, dans votre Mm. livre, donc le titre déjà n'est pas anodin, leur plan pour nous liquider. Donc, je rappelle aux auditeurs que vous avez sorti un livre, Agenda 2030, leur plan pour nous liquider. Quel est leur plan en réalité? Quelle est votre interprétation de ce qui se passe aujourd'hui au niveau français et planétaire? Quelle est votre compréhension globale? Parce que vous parlez de beaucoup de choses dans ce livre. On Bien va sûr. aborder certains points spécifiques, évidemment. Mais est-ce que vous pourriez déjà, dans un premier temps, nous donner une petite compréhension de ce qui se passe et quels sont les enjeux, à votre avis? Mais en fait, le livre peut paraître complexe, effectivement, avec beaucoup de données, beaucoup de choses aussi qui sont mises en place. Mais finalement, si je devais résumer ce qui est en train de se passer, euh, et c'est d'ailleurs, si vous me permettez un petit crochet, en fait, pour tout vous dire, en fait, j'ai un petit peu regretté d'avoir écrit ce livre, parce qu'en fait, j'ai pas pu exprimer pleinement le fond de ma pensée, ni ce que je pense véritablement, parce qu'en fait, en France, aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire ce que l'on pense profondément, parce que j'ai 29 ans, j'ai pas envie d'aller en prison, j'ai mon avenir devant moi, voilà, j'ai une famille, j'ai pas envie d'avoir de soucis avec la justice. Et pour répondre à votre question, la réponse, elle est toute simple. En fait, aujourd'hui, on assiste au génocide des Blancs. Voilà, c'est tout simple. Euh, les Blancs doivent être remplacés, tués, ce que l'on veut, mais en tous les cas, il y a vraiment un esprit vindicatif à l'égard des Blancs. Et voilà, c'est pour ça que l'Occident en pâtit allègrement. Et, euh, et c'est vraiment on va dire, un résumé global du livre, même s'il y a effectivement plein d'autres versants qui tendent vers cet objectif précis. Mais pour faire simple, voilà ce que veulent les mondialistes et voilà le but véritable. Alors, vous parlez justement de ce grand remplacement.
qui est abordé avec plusieurs auteurs. On voit qu'il y a un remplacement aussi de la population française par une population musulmane, maghrébine, de l'hémisphère sud. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire ou par rapport aux Blancs, qu'est-ce qu'il y a, quel est le Mais c'est tout, sous-jacent derrière, à votre avis? c'est très simple. Il y a une propagande qui est mise en place à une très grande échelle. Et finalement, le but ultime, c'est d'encourager au métissage, c'est d'encourager à l'immigration massive, à l'ouverture des frontières, à l'abolition des frontières, en fait, tout simplement, créer un grand brassage métissé en supprimant le propre de chaque nation. Et moi, évidemment, je suis contre. Moi, je suis pour, comment dirais-je, que chacun soit bien chez soi, en fait. Voilà, parce que, bon, je ne vais pas vous faire un dessin, mais lorsque plusieurs populations euh, se mélangent, cohabitent les uns avec les autres, il y a forcément une qui va prendre le pas sur l'autre. Et l'histoire nous le prouve, nous le montre. Parfois, ça peut se faire dans la violence, même souvent. Et donc, oui, bien évidemment, je suis contre. Euh, et donc, oui, encore une fois, ce grand remplacement, il n'y a qu'à regarder les publicités, les séries. Maintenant, on encourage au métissage. Euh, donc, voilà, les couples interraciaux, etc., sont vraiment mis en avant dans tous les médias. Euh, donc très clairement, on le voit, le but ultime, si j'ose dire, c'est euh, la suppression des Blancs d'Europe, en fait, et du monde, hein, tout simplement. Est-ce que finalement, vous faites la différence entre, bon, on est en Europe, mais on voit que Mhm, le pays est gravement attaqué, férocement attaqué de toutes parts. bien sûr. La France est maintenant sous tutelle de l'Union européenne au niveau de la dette et dépendante de toute la législation européenne. Oui, tout à fait. Donc on est enchaîné à cette pieuvre, en fait. Mhm. Euh, Est-ce que finalement, c'est aussi une guerre identitaire? Ils cherchent à détruire notre pays, notre héritage, nos racines, l'énergie de nos ancêtres, et de créer une sorte de soupe multiculturaliste qui est juste, qui vise à détruire notre nation et qui nous sommes finalement. Tout à fait, et c'est même, ça va même au-delà de la nation, ce n'est pas que la France, c'est la même chose qui se passe en Italie, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada. C'est vraiment les pays blancs en général qui subissent aujourd'hui ce multiculturalisme forcé et qui est imposé surtout parce que les populations n'ont pas leur mot à dire. Pourquoi les populations n'ont pas leur mot à dire? Parce que moi, aujourd'hui, en tant que blanc, si je dénonce ceci, eh bien, tout de suite, il y a les grands mots. Je suis théoricien du complot, théoricien d'extrême droite, je suis antisémite, raciste et que sais-je. En fait, tous les étiquettes possibles vont m'être collées sur le front et je n'ai plus le droit à la parole. Je suis décrédibilisé auprès du grand public parce que bon, si on, voilà, le propre de la masse, c'est que évidemment, elle a des difficultés à réfléchir par elle-même. Donc, c'est c'est très délicat aujourd'hui de raisonner les gens, de faire partager aussi ses idées. Et oui, comme vous le disiez, euh, on assiste aujourd'hui vraiment à quelque chose d'assez... enfin voilà, c'est très inquiétant, effectivement, on va pas se le cacher. Mais c'est important de trouver des solutions entre personnes qui en ont conscience et d'avancer ensemble, quoi. Alors, justement, on va rentrer dans le vif du sujet de Mm, votre livre, donc Agenda 2030, leur plan pour nous liquider aux éditions de Chiré, préfacé mm, par mon ami Bernard Gantois, que j'ai interviewé d'ailleurs sur France Liberté. Euh, Pierre, parlons politique, avortement et euthanasie, parce que c'est une section que vous abordez dans votre livre, mm. page 135 justement. Et là, vous dites, il est criant de constater
La dissonance cognitive dont use et abuse la propagande médiatique. Alors justement, on met le doigt exactement sur ce que vous êtes en train de parler maintenant. Vous pouvez nous élaborer un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau médiatique réellement? Vous faites allusion aussi à l'ingénierie sociale. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Oui, l'ingénierie sociale, la propagande, c'est la même chose finalement. C'est quelque chose qui est très bien expliqué dans le livre d'Edouard Bernays, le, le père, si l'on peut dire, de l'ingénierie sociale moderne, qui était d'ailleurs, qui faisait partie de la même famille que Freud. Euh, c'est simplement l'art de savoir conditionner la grégarité en fait des masses, hein, tout simplement. Donc oui, c'est de aujourd'hui les bons. Peut-être que certaines personnes ne le savent pas encore, mais bon, la plupart ne sont pas dupes. Tous les médias appartiennent à une poignée de personnes, ces personnes qui nous dirigent. Et donc, ces personnes tendent vers un but. Et donc, pour tendre vers ce but, il est nécessaire évidemment que euh, les masses suivent et y adhèrent, d'où l'intérêt et la mise en avant d'une propagande, d'ingénierie sociale. Et oui, parfois c'est assez subtil, parfois c'est très criant, mais visiblement la majorité des personnes ne le voient pas encore. Euh, donc voilà, la propagande c'est quelque chose euh, qu'on subit en fait tous les jours, hein. Il suffit, ben, pour les personnes qui ont la télévision, on le voit tous les jours aux informations, dans les publicités, dans les séries, dans les films, etc. C'est vraiment quelque chose d'omniprésent. Et une fois qu'on a compris réellement euh, l'objectif des personnes qui nous dirigent, et bien finalement, après, il est très facile de mettre le doigt sur cette propagande, de la comprendre également. Et donc, c'est ce que j'essaye aussi d'expliquer à travers mon livre. Voilà. Alors, je parle aussi moi-même de l'agenda, aussi dans mon livre, là, Le suicide monétaire, qui est sorti l'année Mm. dernière. Je parle du nouvel ordre mondial, évidemment, l'agenda transhumaniste. Et je Oui. parle aussi, surtout en interview, de guerre spirituelle. Comment vous interprétez, déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec ce concept et cette réalité de conflit entre des forces sombres, le mal, des forces très sombres, et la lumière, l'énergie christique. Et là, on peut faire aussi un lien avec ces incendies d'église et Mm. Notre-Dame. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'il y a des forces sombres qui sont en train de travailler sur cet agenda? Alors oui, effectivement, moi je suis d'accord pour... En fait, je dénonce la société matérialiste dans laquelle nous vivons, qui déshumanise totalement notre époque. Et je suis pour un retour pardon, à la spiritualité. Euh, voilà, on peut interroger n'importe qui dans la rue aujourd'hui. Il y a un désintérêt total pour les questions spirituelles. Bon, les gens ne comprennent même pas pourquoi nos ancêtres ont bâti des églises, des temples, etc. Euh, voilà, il y a vraiment le matérialisme a totalement évincé ce côté spirituel que nous devons absolument retrouver. Après, quant à dire que des forces du mal euh, travaillent contre nous, je dirais oui et non. Euh, Parce qu'en fait, je n'aime pas dédouaner la responsabilité des... En fait, ce sont des humains qui sont aussi derrière ce qui est en train de se passer. Et si vous voulez, moi, il y a quelque chose qui m'agace un petit peu aujourd'hui dans la dissidence française notamment, c'est qu'on va parler de mondialistes, on va parler de francs-maçons, on va parler de Khazars ou que sais-je, mais jamais on va pointer du doigt les responsables parce que c'est très, bon, effectivement, c'est très délicat de dire qui sont les responsables, hein. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de le dire. Euh, mais en fait,
j'ai l'impression que dans la dissidence française, bon, même si évidemment il y a toute une opposition contrôlée qui évite d'aborder ces sujets, euh, mais en fait on tourne autour du pot. On ne dit jamais qui précisément. On est tout le temps en train de dire oui, c'est les mondialistes, c'est les forces du mal, ce sont BlackRock, ce sont Vanguard, etc. Mais c'est flou tout ça. Les gens, ils ont besoin de concret. Euh, et en fait, moi, quand j'entends BlackRock, BlackRock, ce n'est pas une entité qui s'autorégule, qui avance toute seule comme ça, à coup de baguette magique. Il y a des gens derrière BlackRock. Il y a des décisions qui sont prises par des humains derrière BlackRock. Et en fait, moi, c'est ça que je dénonce, c'est euh, il faut dire donner les noms des coupables. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas donné, euh, en France tout du moins. C'est ce que, c'est quelque chose que je comprends également parce que, encore une fois, moi-même, je ne le dis pas parce que moi-même, je n'ai pas envie d'avoir de problème avec la justice. Euh, donc, on se retrouve un petit peu dans une impasse finalement parce que les gens ont besoin d'entendre la vérité. Néanmoins, la vérité est très difficile à dire parce qu'elle est interdite, aujourd'hui. Alors, Pierre, je comprends ce que vous voulez dire dans le sens où on parle de manière générale, hein, plus au niveau macro, en essayant de définir l'agenda, mais sans mettre le doigt exactement sur les personnes qui œuvrent à Mm. cet agenda. Et clairement, cet agenda ne pourrait pas se dérouler s'il n'y avait pas des exécutants. J'essaye de transmettre ça aussi dans mes interventions. J'ai fait une intervention il y a 2 jours là, sur l'incendie de Notre-Dame suite à l'interview que j'ai fait. Et j'ai mis le doigt sur la franc-maçonnerie et les loges secrètes. Et on sait, Mm, et mm. vous mentionnez que depuis 1789, la franc-maçonnerie, évidemment qui est à l'origine de la Révolution, a, a une énorme responsabilité dans ce qui se passe Bien maintenant. sûr, bien sûr. Puisqu'il a été identifié que la franc-maçonnerie haït 3 choses. Un, c'est la monarchie de droit divin. Deux, c'est la population, le Mm. peuple. La franc-maçonnerie haït le peuple. Et puis enfin, elle haït la religion catholique. Donc on sait que la franc-maçonnerie est à la manœuvre. Donc il y a 160 000 francs-maçons en France qui agissent pour faire avancer l'agenda. Ceci dit, j'ai mis en avant le fait aussi que la franc-maçonnerie, les valeurs en bas de la franc-maçonnerie sont l'inverse des valeurs qui sont en haut de la franc-maçonnerie. C'est une hélice inversée. Donc la plupart des francs-maçons travaillent pour un agenda sans savoir exactement pourquoi ils travaillent. Oui, oui, Donc, tout à fait. qu'est-ce que donc, on sait que ces gens agissent à travers des organisations comme la franc-maçonnerie, mais il y a plein d'autres organisations. Il y a Gros Bilderberg, il y a la Commission trilatérale, il y a une quantité Il y a le énorme Forum d'organisations. économique mondial, Voilà, effectivement, le oui. Forum économique Mm. mondial. Donc, bon, en mettant des noms, on sait que c'est des gens qui ont de l'argent, qui travaillent dans des multinationales, Mm, qui ont mm. du réseau, des politiciens. Bien Est-ce que sûr. vous avez d'autres choses à dire par rapport à ces personnes? Là, par rapport à ces personnes, oui, j'ai autre chose à dire. C'est que, encore une fois, on peut dire que ce sont des banquiers, que ce sont des financiers, etc. Mais euh, si vous voulez, c'est très délicat, en fait, pour moi de parler de ce sujet-là, parce que même dans mon livre, je n'ai pas osé l'aborder, si vous voulez, parce que, encore une fois, je suis désolé de le dire, mais c'est interdit en France, et dans d'autres, un peu partout dans le monde d'ailleurs. Euh, Ça a été dit, ça a été mentionné, qui dirige la franc-maçonnerie, qui dirige les banques, qui dirige les multinationales à un moment donné. Euh, Louis-Ferdinand Céline l'a expliqué, Henry Ford l'a expliqué, Gustave Le Bon l'a expliqué, pour ne citer que, il y en a plein, il y a des centaines de personnes qui ont explicité réellement, et qui ont voilà, mentionné le fait que derrière ces gros groupes, à chaque fois, on retrouve effectivement une petite communauté dont il est interdit de donner le nom. Et, et voilà. Mais j'en resterai là parce que effectivement, on ne peut pas en dire plus aujourd'hui, en 2024.
Alors, bon, je suis un petit peu étonné, finalement, le fait que vous disiez que, qu'on peut pas nommer des noms. Je veux dire, moi, je suis libre de dire des noms et j'hésite pas non plus à, à mentionner des personnes potentiellement qui travaillent pour l'agenda, à commencer par Emmanuel Macron. Donc, où est le Oui, problème mais de donner des Emmanuel noms? Macron, ce n'est pas Emmanuel Macron qui dirige la France. Et toute personne honnête et qui a fait un minimum de recherche le sait très bien. Il y a des conseillers de l'ombre qui... Macron, il a des patrons, il vient de chez Rothschild. C'est pas Macron qui mène la France, en fait. Macron, il applique les ordres qu'il reçoit d'en haut. Donc, c'est simplement un employé, si j'ose dire. Euh, mais effectivement, oui, j'en dirai pas plus, mais bon, bah, les gens qui veulent faire des recherches euh, trouveront les ressources pour chercher par eux-mêmes. Mais effectivement, oui, on retrouve encore une fois toujours une petite communauté dont on n'a pas le droit de nommer et qui en fait monopolise tous ces secteurs d'activité, que ce soit les médias, la politique, les banques. Voilà. J'y peux rien, c'est un constat, mais il faut le mentionner. Alors, on va avancer un petit peu parce que j'ai d'autres questions à vous poser. On va parler de chimie et d'OGM. À un Mhm. moment, vous précisez la stratégie des mondialistes pour détruire le monde rural et d'appauvrir les agriculteurs. Alors, justement, c'est un sujet, moi, qui m'intéresse et qui me préoccupe puisque j'étais moi-même élevé à la campagne. Et dans le petit village où j'habitais à la frontière franco-suisse, il y avait beaucoup d'agriculteurs et maintenant, il y en Mhm. a quasiment plus. Sachant que j'ai interviewé aussi Sébastien Béraud, l'agriculteur que vous connaissez peut-être, qui est monté au créneau, et il semble que les agriculteurs en soient en train de se préparer pour lancer une nouvelle attaque contre leurs droits et leur existence. Qu'est-ce que vous avez à dire, Pierre, sur la situation de l'agriculture et les agriculteurs en général en France? Ben, c'est sûr que c'est absolument lamentable hein, ce qui est en train de se passer dans le monde agricole. Euh, ce sont, c'est une population qui mérite d'être défendue. Visiblement, il y a un désintérêt quand même assez général de la population vis-à-vis de ce qui se passe chez les agriculteurs, qui sont totalement essolés, qui n'ont pas beaucoup d'aide. Moi, là, j'habite en campagne, je vois très bien le nombre d'heures que réalise un agriculteur dans sa journée. Bon, c'est absolument phénoménal. Euh, et oui, effectivement, bon, ça rejoint, en fait, si vous voulez, le côté matérialiste, en fait, aujourd'hui, qui gouverne le monde, parce qu'en fait, l'homme moderne est déconnecté de la Terre, l'homme moderne est déconnecté des cycles saisonniers, de la vie avec un grand V, finalement. Et, et les agriculteurs, certains, tout du moins, sont les derniers hommes à vraiment euh, vivre auprès de la nature, comprendre encore les cycles, bon, même si les méthodes agricoles ont beaucoup évolué depuis un siècle maintenant. Mais oui, force est de constater que c'est une population qui souffre réellement. Et, et voilà, moi, évidemment que j'ai envie que les Français comprennent tous ces sujets, que les Français se révoltent et surtout qu'on retrouve une vision collective en fait. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une tendance à vouloir cliver les gens les uns contre les autres, hein, c'est le diviser pour mieux régner. On voit que les journaux usent du fait, par exemple, que les retraités vivent confortablement, les boomers, etc. Donc les jeunes vont en vouloir aux boomers. Donc en fait, il y a des tensions comme ça artificielles qui se créent au sein de la population, tout comme les écolos qui vont en vouloir aux agriculteurs d'utiliser des pesticides et OGM. Et en fait, ça crée vraiment une sorte de marasme, de vraiment de... Voilà, c'est pas un environnement propice en fait à ce qu'on retrouve une vision collective. Et, et c'est dommage parce que c'est ce qui manque profondément aujourd'hui à la France pour pouvoir se relever en fait. Alors, justement, dans mon livre, je parle du fait que les agriculteurs ont été pris en otage par l'industrie chimique, notamment à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
ils ont débarqué avec leurs produits azotés et leurs produits chimiques pour leur vendre alors qu'ils avaient des méthodes traditionnelles, ancestrales pour les engrais, etc. Donc, qu'est-ce que vous pensez de l'industrie chimique qui d'ailleurs est issue essentiellement de quelques familles financières très puissantes, notamment les Rockefeller, Mm. puisqu'ils ont, je l'indique, à l'origine de la médecine dite moderne, en brevetant des molécules, et ils ont détecté et compris qu'ils pouvaient faire des médicaments à base de houille de pétrole. Qu'est-ce que vous pensez de l'industrie chimique de manière générale et le rôle qu'elle joue dans le problème agricole? Bah, c'est très simple, hein. Le but, c'est de contrôler la nourriture, tout simplement, hein. On voit que avec les semences stériles qui sont vendues aujourd'hui, euh, il y a véritablement un contrôle de la production mondiale qui est en train de s'établir, qui est en train de se refermer. Et le but, c'est ça, c'est tout simplement que les populations deviennent dépendantes des gros groupes euh, chimiques. Donc voilà, le but, c'est tout simplement de contrôler la nourriture pour contrôler les populations. C'est aussi simple que ça. Pour ce faire, effectivement, ils utilisent ce qu'on sait aujourd'hui, hein, c'est une destruction des sols avec un usage des pesticides. Aujourd'hui, les plantes OGM, etc. Donc, tout est fait en sorte vraiment ouais, pour contrôler tout simplement la nourriture. C'est vraiment le but ultime, quoi. En tout cas, dans le côté agricole. Est-ce que vous anticipez, Pierre, que les agriculteurs vont à nouveau sortir du bois et basculer faire basculer la table? C'est Puisqu'en possible. réalité, ça reste l'une des seules forces potentiellement qui peut avoir un impact. Dans le passé, on avait les routiers, mais on a bien compris que le gouvernement a acheté des routiers, donc maintenant on les entend plus, il n'y a plus de syndicats. Ceci dit, les agriculteurs restent une menace pour le gouvernement, donc qu'est-ce que vous en pensez? Mais j'espère qu'il y aura d'autres mouvements agricoles, effectivement, comme il y a eu aux Pays-Bas récemment. Euh, Néanmoins, c'est vrai que les agriculteurs aujourd'hui représentent une part infime de la population. Euh, Mais ceci dit, c'est ils vrai ont que quand même des tracteurs, ils ont ils ont un potentiel de nuisance. tout à fait, ils ont un potentiel de nuisance. Malheureusement, encore une fois, on- beaucoup de personnes se plaignent justement que les agriculteurs viennent boucher les routes, etc. En fait, encore une fois, on s'en prend pas aux bonnes personnes, c'est-à-dire que euh, demain, les agriculteurs, s'ils veulent bloquer le pays, eh bien finalement, ça va gêner le restant de la population. Mais les personnes qui dirigent véritablement sont pas plus embêtées que ça. Moi, j'incite vraiment les gens à arrêter de se rejeter la faute les uns sur les autres, et il faut vraiment que l'agriculteur, que le policier, que le professeur et le médecin marchent main dans la main en fait pour vraiment avancer, quoi. Et effectivement, les agriculteurs peuvent jouer une part considérable, euh, mais ça se fera pas sans l'aide de la population aussi. Alors, on va un petit peu avancer sur un autre sujet, le contrôle numérique et le Mm. transhumanisme. Vous dites, plus la technologie évolue, plus elle se rapproche de notre corps. Qu'est-ce que vous entendez par là? Eh bien, c'est tout simplement effectivement, avec les avancées technologiques, on voit que les téléphones portables deviennent... Bon, déjà, avant, les téléphones portables n'existaient pas, c'était simplement des téléphones fixes. Puis le téléphone fixe est devenu téléphone portable. Le téléphone portable est devenu montre connectée, donc sans cesse attaché au poignet. Et puis, la technologie évoluant, eh bien, demain, ce sera peut-être une technologie intracorporelle qui va être mise en place. Ça a déjà commencé, a priori, avec Elon Musk et puis ses puces Neuralink.
Donc voilà, on voit que petit à petit, il y a une tendance comme ça mais encore une fois, c'est vraiment cet esprit matérialiste hein, de robotisation à outrance. On considère l'homme comme une machine. Euh, voilà, l'homme est une machine, l'homme n'a pas d'essence spirituelle, l'homme doit être réglé comme une pendule ou comme un moteur thermique. Euh, donc voilà, ça crée justement ce monde qui est beaucoup trop numérique, qui est beaucoup trop euh, déconnecté en fait de la nature. On s'éloigne totalement de la nature, tout simplement. Et bon, beaucoup de personnes n'en ont pas encore conscience, hein, mais c'est vrai que même on le voit, hein, nos téléphones portables ont vraiment envahi nos vies et il est très difficile aujourd'hui de vivre sans. Donc jusqu'où ça ira, c'est difficile à répondre. Mais on voit qu'en tous les cas, oui, cette technologie est de plus en plus invasive en tous les cas. Alors justement, on parle du numérique et les jeunes sont très accros au smartphone, Mm, ils passent beaucoup de temps dessus, ils lisent plus, ils s'informent plus dans des canaux alternatifs, donc ils passent leur temps à regarder des vidéos de divertissement sur TikTok ou autre chose. Et mm. puis là, vous parlez de l'éducation nationale, donc franc-maçonnique, donc c'est intéressant de parler de cette question. Donc, page 149 de votre livre, donc Agenda 2030, leur plan pour nous liquider. Vous dites, à partir de 1789, les élites mondialistes se sont peu à peu approprié l'éducation et l'enseignement français. Et là, on peut faire le distinguo entre éducation versus instruction. Comment vous comprenez ça? Eh bien, finalement, Parce que éduquer, c'est très similaire au communisme, en fait, alors que l'école devrait être de l'instruction et pas de l'éducation. Éducation, c'est comme si il y avait un programme communiste qui était en train de se dérouler, vous voyez ce que je veux dire? oui, oui, tout à fait. Ben, par éducation, moi j'entends en fait, il y a une tendance qui a été prise ces derniers siècles, c'est tout simplement de retirer l'enfant de sa cellule familiale euh, pour, oui, comme vous dites, l'éduquer auprès des institutions étatiques, scolaires. Mais bon, différentes études le prouvent, l'enfant se développe mieux a priori auprès d'adultes, auprès de ses parents, et qui plus est, sa capacité de penser, son imagination, son intelligence tout simplement, euh, est beaucoup plus prononcée, beaucoup plus évoluée lorsque l'enfant a la possibilité de s'instruire de façon plus naturelle en fait. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'école, eh bien, c'est un outil de propagande, on y revient encore une fois, et elle a pour but, oui, de conditionner les élèves sur certains sujets. Aujourd'hui, les sujets phares à l'école de propagande, on en retrouve plusieurs. Euh, bon, on baigne dans l'antiracisme, hein. Aujourd'hui, c'est vraiment la chose la plus évidente qu'on peut retrouver à l'école. C'est vraiment voilà, la chose primordiale. L'histoire de France est totalement falsifiée, donc tout ce qu'on apprend sur l'histoire, c'est souvent de l'histoire qui est réécrite. Euh, voilà, c'est plein de choses qui fait que l'enfant grandit avec ses croyances, avec cette connaissance qui est tronquée, et c'est très difficile après de remettre ça en question. Euh, voilà, je pense qu'il faut un grand courage, beaucoup de recul aussi et d'abnégation parce que euh, de refaire un cheminement comme ça personnel, c'est vraiment pas facile. Mais j'en connais quand même quelques personnes qui ont pu faire euh, ce travail et c'est important. C'est important parce que sinon, des personnes qui sortent du cursus scolaire et qui
finalement ne remettent pas en question ce qu'on a pu nous enseigner, et ben, ça crée des gens qui ont fait leurs 3 doses de vaccin, qui écoutent docilement la propagande, qui ne voient pas le mal actuel, qui ne voient pas la déchéance morale qui est omniprésente, qui ne voient pas en fait l'écroulement de la France, en fait, la mort de la France. Donc, et de la France et de l'Europe et de la civilisation occidentale en général. Euh, donc, oui, effectivement, l'école joue et a toujours joué un rôle dans la bonne santé d'un peuple et d'une civilisation. Alors, vous dites justement précisément la maçonnerie a eu la main mise sur l'école grâce à la Mhm. laïcité, hein. Donc cette fameuse loi de 1905 scélérate, comme je dis, de séparation de l'Église et de l'État, alors que ça Mhm. devrait être plus une distinction plutôt qu'une séparation. Mais il y a eu une volonté claire, clairement de ces loges franc-maçonniques antichristiques de divorcer les Français de la spiritualité. Et là, vous dites une doctrine donc qui est profondément antinationale, anti-chrétienne, plus largement anti-spirituelle et profondément mondialiste. Donc là, on est quand même au cœur du sujet, Pierre. Clairement, il y a un enjeu spirituel. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce titre? Oui, il y a un enjeu spirituel, effectivement, on nous déracine, on nous fait oublier notre histoire, on nous fait oublier nos ancêtres, d'où l'on vient. C'est important de savoir d'où l'on vient. Aujourd'hui, on ne sait plus, on ne sait plus d'où l'on vient, donc c'est difficile de savoir où l'on va. Euh, et, hum, et oui, la franc-maçonnerie, effectivement, a joué un rôle dans ce reformatage, en fait, hein, dans cette nouvelle propagande universaliste. Et elle continue de le faire, bien évidemment. Euh, mais si vous voulez, moi, je considère pas la propagande comme quelque chose de négatif. La propagande peut être tout à fait positive. Euh, C'est-à-dire que euh, Oui, alors si justement, demain... j'aimerais faire une nuance de langage, parce que je suis basé à Genève, et en Suisse, quand on dit faire de la propagande, c'est faire de la publicité. D'accord, oui, Ça n'a pas tout à fait le même la sens même qu'en France. signification. Oui, 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 oui. tout à fait. Oui, effectivement, ben, tout à fait. Moi, je pense que il y a une propagande qui est négative puisqu'elle dessert nos intérêts, et il peut y avoir une propagande tout à fait positive qui voilà, nous est bénéfique en fait à notre civilisation, à notre nation sur le moyen et long terme. Mais actuellement, la propagande qui est utilisée, eh bien, nous fait aller droit dans le mur. On le voit tous les jours de plus en plus. Euh, donc voilà, c'est ça que je dénonce, c'est ça que je veux mettre en avant dans mon ouvrage, et, hum, et que beaucoup aussi de personnes font. Et donc voilà, excusez-moi, je me souviens plus trop de la question. Oui, vous parliez de franc-maçonnerie et, et dans l'éducation, oui, c'est vrai que la franc-maçonnerie, ben, bon, déjà, il y a des personnes, euh, je sais que dans mon entourage, beaucoup de personnes ne connaissent même pas la franc-maçonnerie. Il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est la franc-maçonnerie, alors que c'est quand même une société secrète qui est omniprésente et qui a une puissance, une force qui est inimaginable aujourd'hui en France. Et ça dure depuis plusieurs siècles déjà. Mais monsieur et madame Dupont, monsieur et madame tout le monde n'ont aucune connaissance de ça. Donc c'est très très inquiétant. Euh, donc, bon voilà, pour la petite histoire, c'est vrai que j'ai eu une personne dans ma famille qui a été franc-maçon et qui était dans les premiers degrés, enfin dans les premiers grades, je ne sais pas comment ils appellent ça. Euh, et c'est vrai que cette personne, dès qu'elle allait dans sa ville, eh bien, ils faisaient leur petit signe de franc-maçon parce ils s'étaient vus lors des précédentes réunions. Et, et en fait, ils se reconnaissaient lorsqu'ils se voyaient. Mais c'est pour dire, hein, il y a des patrons de bars qui sont francs-maçons. C'est pas que les banquiers, c'est pas que euh, voilà, il y a énormément de personnes qui font partie
de cette petite, de cette organisation secrète. Ouais, alors moi, je Et vais plus loin, je dis que c'est une organisation criminelle et une mafia, puisqu'en réalité, Mhm. si vous ne faites pas partie de la franc-maçonnerie, vous n'avez pas les dossiers immobiliers à droite à gauche, vous n'avez pas les contacts, donc c'est Oui, oui, avant tout à tout, fait, ça aide c'est une grandement. mafia en fait, mais il faut le Oui, dire, oui. c'est une mafia criminelle et Mhm. qui dirige le pays en fait, c'est pas autre chose. C'est ça, aujourd'hui, si on n'est pas franc-maçon, il y a un plafond de verre qu'on ne peut pas dépasser en France. On est obligé d'adhérer à la franc-maçonnerie pour pouvoir prétendre s'élever dans l'ascenseur social, en fait, dans l'échelle sociale. Donc, euh, bon, voilà. Il y a des personnes qui, encore une fois, qui ne connaissent pas l'existence de la franc-maçonnerie et c'est très, très alarmant. Bon, en même temps, c'est quelque chose qui est secret, donc par définition, c'est pas très bien documenté, c'est pas mis en avant, mais ça existe bel et bien. Et, et encore une fois, il y a alors, il y a quelque chose aussi à nuancer, c'est-à-dire que beaucoup de personnes qui sont membres de cette organisation ne savent pas réellement pourquoi, à quoi vraiment travaille la franc-maçonnerie. C'est-à-dire que des personnes qui sont au bas de l'échelle, si j'ose dire, et qui sont membres de la franc-maçonnerie ne savent pas réellement les enjeux et n'ont pas accès à toutes ces connaissances. Mais, mais voilà, c'est une organisation qui existe bel et bien et, euh, et encore une fois, on retrouve les mêmes personnes hein, qui gouvernent cette organisation. Bien sûr, parce qu'il y a des hauts gradés qui gouvernent et qui chapeautent cette organisation secrète. Alors Pierre, on arrive doucement à la fin de cette interview. Oui, J'aimerais basculer un petit peu sur les perspectives, les solutions. Dans un interview que j'ai fait sur Géopolitique profonde avec Mike Borowski, je parle de Marie-Julie Jaeni, euh, deux ouvrages essentiels aux éditions Réséac, Miracle au cœur des ténèbres, donc les prophéties de Marie-Julie Jaeni, qui n'est pas n'importe qui en réalité, puisque c'est une paysanne illettrée qui est né en 1850 et décédé en 1941, qui a vécu pendant 91 ans et qui est une stigmatisée de blanc. Donc, c'est les prophéties de la Frodais en Bretagne. Est-ce que ça vous parle? du tout. Du tout, du tout. D'accord. Alors, donc, une stigmatisée, pour ceux qui sont pas au courant, c'est une personne, une sainte en l'occurrence, qui avait tous les stigmates de la Passion du Christ tous les vendredis. Et donc elle a eu plus de 3000 visions pendant toute cette période. Et puis elle était très très associée à l'énergie christique. Elle faisait un travail de guérison. Il y avait beaucoup de gens qui venaient la voir. Il y a eu des, euh, des guérisons miraculeuses, des faits surnaturels. Et en fait, elle a prédit tout ce qui s'est déroulé jusqu'à présent. Il n'y a pas une seule de ces prophéties qui ne s'est pas réalisée. Donc, D'accord. elle a prévu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, le conflit en Israël et la Palestine avec la Perse et l'Iran, la destruction de Paris, euh, et puis une invasion aussi, une invasion islamo-russe. Elle a anticipé une France Mahomet. Donc, dans les faits, c'est ce qui se passe. La religion musulmane est en train de prendre le dessus en France. Le fait que la Et religion ça, catholique, ouais. Hmm. la religion catholique va être férocement attaquée, et église incendiée, tout ça, elle l'avait anticipé. Donc, Hmm. est-ce que, bon, je vais juste élaborer après, juste sur certains points, mais qu'est-ce que vous anticipez sur l'avenir et comment vous voyez l'avenir? Moi, je suis tout à fait honnête, je suis très pessimiste sur l'avenir à court terme. Je pense que on a besoin de connaître la difficulté, le chaos, en fait. Il n'y a que ça, en fait, qui pourra réveiller les gens parce que euh, moi, il y a quelques années, j'ai beaucoup lutté pour essayer de faire comprendre aux gens, pour essayer de les réveiller,
vraiment créer un élan collectif, solidaire. Et en fait, je me suis aperçu que je perdais mon énergie à le faire parce que on a tous des cycles dans la vie, on a tous des moments où l'on peut entendre et d'autres non. Et je pense que il faut aussi laisser faire les événements et je pense il y aura que de toute manière, l'histoire le montre encore une fois, il n'y a que dans les moments véritablement difficiles il peut y avoir une prise de conscience euh, sur ce qui est en train de se passer. Donc, je pense effectivement qu'on connaîtra des temps difficiles, mais il est néanmoins nécessaire pour, par la suite, reconstruire ou préserver ce qui est à préserver de notre civilisation. Alors, justement, dans ces prophéties, bon, je conseille les personnes qui veulent avoir plus d'informations sur ce qui est anticipé, c'est d'acquérir ces deux livres. Donc, Miracle au cœur des ténèbres, prophétie de Marie-Julie Jaini, ça c'est le tome 2, et Vision de Marie-Julie Jaini sur le temps présent aux éditions Réziac. Donc, effectivement, ce qui est anticipé dans ces prophéties, de nombreuses autres prophéties ont anticipé la même chose, c'est une guerre civile et donc une scission de la France en deux parties. La Bretagne va être assez préservée et la France va mourir en fait. La France va mourir et renaître de ses cendres. Et en fait, vivre la passion du Christ et passer à travers un processus de résurrection. Donc en fait, c'est ce qui est décrit dans ces nombreuses visions qui est confirmé par d'autres prophéties et le retour qui paraît très improbable aujourd'hui d'un roi de droit divin qui viendra au bord du Rhin. Donc voilà, un petit peu les gens qui cherchent à aller plus loin peuvent se procurer ces deux ouvrages. Euh, Pierre, on a parlé de passablement de choses, mais votre livre est tellement complet qu'on pourrait passer des heures et des heures, il pourrait y avoir plusieurs épisodes. Euh, Quel conseil donnez-vous aux gens? Alors, j'ai compris votre état d'esprit, vous êtes assez pessimiste. Moi, je comprends ce que vous dites parce que je suis aussi passé personnellement moi-même dans une période très difficile quand je suis rentré des États-Unis. J'ai fait même aussi une dépression pendant plus de 10 ans en réalité et ça m'a pris beaucoup de temps pour remonter la pente. Ceci dit, maintenant je vois les choses différemment, j'ai pris de la distance, surtout quand on sait que c'est un mal pour un bien, c'est-à-dire qu'on ne va pas passer à travers un processus de Mhm. purification. Il y a aussi 3 jours de ténèbres qui sont anticipés dans ces prophéties, avec des bouleversements, potentiellement des cataclysmes. Paris, semble-t-il, va être détruite. Euh, quelles recommandations vous avez à faire aujourd'hui, malgré tout? Moi, je dis aussi dans mes interviews que c'est important de se recentrer sur le sacré, se protéger avec la croix du Christ, avec ses forces sataniques. Quels est, vous, personnellement, vos conseils, quels conseils donnez-vous aux téléspectateurs? Euh, Moi, les conseils que je peux donner, c'est vraiment de... Moi, je suis pour le colibri, en fait, c'est-à-dire de faire sa part. Euh, C'est-à-dire qu'on ne pourra pas changer les gens. Les gens sont comme ils sont. Ceux qui ont envie d'entendre le message, et bien qu'ils l'entendent et qu'ils fassent leurs propres recherches. Euh, et oui, moi, en fait, c'est- en fait, si vous voulez, je suis pessimiste à court terme, mais ça m'empêche pas d'être heureux dans ma vie, hein. C'est-à-dire que je le vis quand même plutôt bien. C'est-à-dire que heureusement, il n'y a pas que la politique dans la vie. J'ai aussi des occupations qui me permettent, pardon, de m'épanouir pleinement. Euh, donc voilà, et c'est important effectivement d'avoir autre chose aussi, des passions annexes. Euh, et, euh, et tout simplement, moi je suis je pense en fait que tout simplement, il faut se renforcer aussi soi-même, tout simplement, il faut renforcer son mental, il faut pratiquer une activité physique aussi, c'est très important. Si possible en nature, à l'extérieur. Et voilà,
Euh, il faut faire un travail sur soi, en fait, tout simplement. Il faut faire un travail sur soi, se reconnecter au spirituel. Alors moi, j'ai ma propre spiritualité, c'est-à-dire que euh, je pense que bon, je pense que l'Église avec un grand E a fait beaucoup de mal. On le voit aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, le christianisme, pardon du mot, hein, je vais offusquer personne, mais bon, c'est une blague, hein, ça fait rire quand on voit le pape, bon, pardon, les déclarations récentes du pape, ce genre de choses. Bon, euh, aujourd'hui, la religion chrétienne est vraiment totalement pas morte, mais en tous les cas très durement attaquée. Et donc, moi, j'ai une spiritualité qui m'est propre, en fait, hein. Je suis pas de dogme, je suis un esprit libre. Et j'incite tout le monde à devenir un esprit libre, c'est-à-dire à se forger soi-même sa façon de penser, sa spiritualité, et voilà, se renforcer, du coup, par la même occasion. Et comme vous le disiez précédemment, oui, effectivement, on n'échappera pas à des temps difficiles. Euh, mais comme on dit, hein, les temps difficiles créent des hommes forts et aujourd'hui, on a réellement besoin d'hommes forts pour reconstruire par la suite. Ok, alors effectivement, je voulais juste préciser par rapport à l'Église et la religion catholique. Donc effectivement, bon, moi je le mentionne aussi que le Vatican a été infiltré par les francs-maçons, des loges secrètes, etc. Je pense personnellement que le pape est un usurpateur et un imposteur. Donc d'ailleurs, dans les prophéties, semble-t-il, il va pas rester, il va finir son pontificat assez rapidement. Il y aura un autre pape qui sera nommé, semble-t-il, potentiellement, et qui va pas faire long feu non plus. Il serait assassiné à Lyon, semble-t-il. C'est ce qui est Hmm. indiqué dans les prophéties. Bon, ça a évidemment à voir. Mais donc, effectivement, la situation est un peu compliquée parce que les francs-maçons ont infiltré le Vatican. Donc, euh, on verra ce qui se passe à l'avenir. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot, Pierre? Et puis Oui, ensuite, j'aimerais bien. on va clôturer. Je vous laisse la parole pour dire le dernier mot à notre audience. Bien sûr, ben, simplement peut-être un dernier mot sur des conseils de lecture pour les auditeurs pardon, désireux voilà, de chercher par eux-mêmes. J'ai quelques ouvrages qui me viennent en tête. Les pamphlets de Louis-Ferdinand Céline, parce que Louis-Ferdinand Céline, c'est l'écrivain avec un grand L français du XXe siècle. C'est le plus grand écrivain du XXe siècle, même mondial, hein. Beaucoup d'écrivains l'ont reconnu comme tel. Donc c'est important de relire Monsieur Céline. Euh, j'ai lu récemment aussi L'homme c'est inconnu du docteur Alexis Carrel, qui est un fabuleux ouvrage. C'est un homme qui a été totalement évincé et critiqué de façon malveillante, euh, alors que son écrit est absolument prodigieux. Euh, il y a les écrits d'Henry Ford qui sont absolument géniaux. Je ne vais pas citer le nom de l'ouvrage, je laisse. Voilà, c'est un ouvrage assez qui a été, comment Henry dire, Ford, l'industriel? décrié. Oui, L'industriel? tout à fait, oui, qui a été écrit au XXe siècle. Donc un ouvrage, bon, je ne dirai pas le titre de l'ouvrage, je laisse les auditeurs chercher par eux-mêmes. Mais c'est un ouvrage à lire. Euh, voilà. C'est trois ouvrages qui me viennent en tête. Il y en a évidemment des dizaines et des dizaines. Euh, mais voilà, déjà peut-être des ouvrages en tout cas qui m'ont marqué et qui me semblent importants, primordial. Et peut-être un dernier mot aussi également pour une femme qui fait un travail aussi formidable qui s'appelle Valérie Devon, qui est passée sur la chaîne de Nicolas Bouvier récemment. Euh, j'ai trouvé Nicolas Bouvier très courageux d'ailleurs d'inviter cette dame qui fait un travail fantastique.
Je crois que l'épisode n'a pas été mis sur YouTube en raison de la censure. Je pense qu'il est sur Odyssée. Elle s'appelle Les comment, cette personnes... dame? Elle s'appelle Valérie Devon. Valérie Devaux? Devon, Devon. D-E-V-O-N. Ah, d'accord, Valérie Voilà, Devon, d'accord. elle tient une librairie, une petite maison d'édition qui s'appelle Didi 18. Voilà, donc les auditeurs aussi peuvent prendre connaissance de ces ouvrages. Ils sont très instructifs. Parfait. Merci beaucoup, Pierre. Donc, je rappelle que vous avez écrit un livre euh, très exhaustif qui s'appelle Agenda 2030, leur plan pour nous liquider. Donc, aux éditions de Chiré, j'imagine qu'on peut se procurer le livre sur le site de l'éditeur, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est ça, Voilà, exactement. il est préfacé par Bernard Gantois. Bernard Gantois qui a écrit plusieurs livres aussi. Donc, merci beaucoup, Pierre Matt, pour cette interview. C'était un plaisir de vous avoir. Première interview, semble-t-il, sur les réseaux sociaux et en l'occurrence YouTube. Donc, félicitations d'être sorti du bois. Et Merci. nous vous garantissons dans nos pensées, en tout cas, votre entière sécurité et gardez confiance en l'avenir, puisqu'il y a malgré tout beaucoup de choses positives qui vont se dérouler, parce qu'on vit vraiment dans une période très spéciale, mais Exactement. chacun a son rôle à jouer, et justement, vous-même, en écrivant ce livre, je suis certain, à aller avoir beaucoup d'impact. Est-ce que les personnes qui souhaitent vous contacter peuvent le faire de quelle manière? Ou est-ce que vous souhaitez déjà être contacté par les Bien gens qui sûr. ont apprécié cette vidéo? Oui, oui, tout à fait. Ils peuvent me contacter. Vous pourrez peut-être insérer mon adresse mail à ce moment-là Oui, dans la vidéo oui, si je le cela ne ferai. vous dérange pas. Et oui, oui, ce serait avec plaisir, tout à fait. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Pierre. Et puis félicitations et merci beaucoup pour cet Merci à ouvrage. vous, monsieur Emalo. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.